Je vais laisser la parole donc à Catherine Lambert, donc qui va animer cette table ronde. Donc Catherine, elle est la directrice du CERFAX. Elle est aussi très impliquée dans la coordination du centre de compétences Euro-HPC national qui s'est créé l'an dernier. Et elle fait aussi partie du RIAG d'Euro-HPC, donc le Research and Innovation Advisory Group. Donc Catherine, je te laisse maintenant la parole. Merci Stéphane. Donc bonjour à tous. Donc nous avons le plaisir de pouvoir échanger sur la formation, ce sujet qui est revenu plusieurs fois dans les exposés depuis le début de ce forum. Alors à la fois sur la formation côté programme dans les grandes écoles et dans les universités, mais aussi sur les besoins de l'industrie et sur les freins et les nécessaires éventuelles évolutions que l'on pourrait attendre. Donc, nous avons le plaisir d'avoir 5 intervenants aujourd'hui. Donc, je vais les présenter avant de leur donner la parole. Donc, le docteur Jean-Claude André, qui est déjà intervenu hier, donc ancien directeur du CNRM et du CERFAX, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. Le professeur William Jalby, qui est responsable de la mention calcul haute performance simulation de l'UPS Saclay et qui est directeur du laboratoire LIPARAC, laboratoire spécialisé dans le calcul haute performance et le calcul distribué. Le professeur Elie Hachem, qui est professeur à l'École des mines de Paris, est responsable de recherche CMF à Sophia Antipolis. Et le professeur Hachem est aussi porteur d'une nouvelle initiative à Mines Paris Tech intitulée MINS, c'est-à-dire une plateforme commune pour la convergence calcul intensif et sciences des données. Le professeur Stéphane Labbé, qui est professeur des universités à Sorbonne Université, laboratoire Jacques-Louis Lyons, et qui est aussi directeur général de Summit, qui est une initiative récente qui a pour objectif d'initier, accompagner et gérer des collaborations de recherche entre l'université et les entreprises. Et le docteur Stéphane Andrieux, que l'on vient d'écouter, donc qui est directeur scientifique général de l'ONERA et membre de l'Académie des technologies. Donc, je vais donner la parole. Ce que je vous propose, c'est donner la parole à ces 5 intervenants et puis de revenir sur des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, Jean-Claude va nous faire une petite introduction sur la formation et ce qui avait été identifié dans le rapport de l'Académie des technologies. Donc, Jean-Claude, c'est à toi. Merci Catherine. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Voilà, ça semble marcher. Ça marche pour tout le monde? Oui. OK. Donc, ça va être relativement bref, mais le format du forum Orab de cette année avec 2 matinées fait que certaines personnes ont pu participer à la première matinée et ne seront pas avec nous ce matin, et réciproquement, certaines personnes qui sont avec nous ce matin et qui participeront à la discussion n'ont pas pu être là hier. Donc, je fais un très, très bref rappel des recommandations du rapport de l'Académie des technologies pour remettre un petit peu en perspective les quelques éléments que nous avons pu mettre en évidence sur la formation. Alors, dans ce rapport, on a basé l'analyse sur le fait que le contexte était en très forte évolution depuis quelques années, 3, 4, 5 ans. Un contexte qui était en très forte évolution à la fois sur les machines de calcul et leur architecture, ce qui évidemment a des conséquences sur la façon dont on les utilise et dont on apprend à les utiliser. Un second élément d'évolution du contexte qui était sur l'éruption des données massives, avec tout ce que ça signifie en façon de les traiter, de les analyser, le High Performance Data Analytics, etc. Les données sont des données souvent patrimoniales et est arrivé aussi comme élément de contexte depuis quelques années l'apprentissage automatique et spécialement l'apprentissage profond qui a développé tout un nouveau domaine scientifique de développement d'approches, etc. Et dernier point, c'est que toutes ces évolutions de contexte ont fait que la convergence des approches, c'est-à-dire l'hybridation entre les méthodes
de simulation numérique basée sur des équations et des méthodes basées sur l'apprentissage à partir d'un corpus de données, l'hybridation de ces méthodes est devenue de plus en plus importante et nécessaire. Il n'avait qu'à écouter les présentations de ce matin pour s'en convaincre si besoin était. L'autre point du rapport, c'est qu'il y a 6 recommandations qui ont été émises. L'une qui est relative au développement de ces méthodes hybrides, une qui est relative au fait que les infrastructures les ressources informatiques nécessaires doivent être convergées, c'est-à-dire être capables à la fois d'abriter de la simulation numérique par le calcul et du traitement de données par des réseaux de neurones, par exemple, qu'il fallait mieux valider, qualifier, expliquer les résultats des simulations. On a eu quelques éléments ce matin par Stéphane Andrieux sur ce point, qu'il fallait mieux partager les données et qu'il fallait aider à la transition des grands codes, mais surtout qu'il fallait former des gens qui soient adaptés, qui soient capables de maîtriser les différents aspects du problème. Et ça sera mon dernier transparent pour recadrer un peu ce que l'Académie des technologies a identifié comme point important. C'est donc la promotion de cette formation hybride, il faut donc à la fois qu'il y ait des gens qui maîtrisent la physique, les maths, la science et l'ingénierie des données, qui soient bons en informatique du parallélisme, que ce soit à la fois du point de vue algorithmique, la programmation, qui connaissent les problèmes d'apprentissage profond, qui connaissent bien la statistique, etc. Et ça, c'est nécessaire à la fois à l'université et au sein des grandes écoles. Je conclurai en disant que cette formation, elle est non seulement nécessaire au niveau initial, mais qu'elle doit être présente au niveau de la formation continue avec toutes les déclinaisons possibles sur les méthodes de formation en ligne. Et le dernier point, je ne sais pas si ça sera abordé dans la table ronde ce matin, mais il faut que ces profils soient, non seulement existent, mais qu'ils ne soient pas formés pour le seul bénéfice des géants du web ou des grandes entreprises qui maintenant dominent aux États-Unis et en Asie. Il faut que nos propres entreprises les reconnaissent, mais on a eu des présentations d'industriels qui montrent que les industriels ont vu l'intérêt de ces nouvelles méthodes et d'avoir des personnels formés dans la pluralité des domaines nécessaires. Donc, au niveau de l'Académie de technologie, nous avons identifié cette recommandation très importante sur la formation. Nous n'avons pas été très profondément dans l'exploration de ce que ça voulait dire en réalité. Et c'est justement un des intérêts du Forum ORAP qui est là pour permettre d'approfondir ce point. Et la table ronde avec les personnes qui y participent seront, je suis sûr, capables de nous amener des éléments très importants et très éclairants sur ces points. Voilà ce que je voulais dire très brièvement. Merci. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette introduction. Donc, nous allons donner la parole au professeur William Chalby. William, je crois que vous avez quelques… aussi slides à partager. Donc, si je peux partager… Oui, donc j'y vais, je partage l'écran. Oui. Parfait. Hop. Parfait. Donc, je reviens sur ma présentation. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Alors, elle n'est pas en mode diapositive, mais voilà, c'est bon. Voilà, oui. Ça va arriver. Voilà, donc je vais essayer de présenter un ensemble de masters au sein d'une mention qui s'appelle Calcul de performance et simulation. Alors, je reviendrai très brièvement sur quelques éléments de référentiel, mais c'est un petit peu important pour recadrer l'exposé. En fait, on est assez d'accord avec ce qui s'est précédemment dit. Alors, tout d'abord, moi, ce que je veux noter, c'est quand même une expansion très rapide des domaines d'application. Et le domaine d'application que je veux vraiment mettre en avant, parce qu'il me semble majeur, c'est les sciences du vivant, et qui vont requérir, et on n'est qu'au début, des méthodes tout à fait particulières, à mon avis, de modélisation et de simulation.
Donc, c'est un énorme secteur. Et si je reprends une phrase d'un directeur de chez Dassault qui avait signalé le XXe siècle, c'était la CAO de la mécanique. Le XXIe, à mon avis, à son avis plus exactement, c'était la CAO du vivant. Bon, le deuxième point classique, hein, c'était un des grands sujets de la conférence ORAP aujourd'hui, mais je reviens, c'est important, hein, modélisation numérique classique, ce que j'ai appelé Big Data IA. Alors, ce qui est important, c'est que ce n'est pas simplement des nouveaux domaines d'application, mais aussi des nouvelles méthodes, d'accord? Et bien sûr, des nouveaux besoins en termes de formation. Le coût de la puissance de calcul. Alors, on a toujours parlé des progrès de la loi de Moore qui étaient ralentis. Effectivement, ils sont ralentis, mais quand même, en termes de coût, ils offrent de très belles perspectives. Alors, par contre, en contrepartie, c'est la complexité accrue des architectures. Et d'ailleurs, il y a dans le rapport calcul et données, il y a une remarque très forte, intéressante, qui était de dire, eh bien, en fait, il y a un fossé grandissant entre performance mesurée et performance crête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une des difficultés quand même de plus en plus forte pour exploiter de telles architectures. Alors, bien sûr, l'enjeu majeur, c'est la formation. On ne va pas rediscuter. Je distinguerai d'abord plusieurs niveaux de formation. Bon, bien sûr, il y a licence, master ingénieur versus doctorat. On a aussi différents degrés d'approfondissement dans la formation. On peut avoir une formation en 40 heures sur plusieurs modules. Et à la fin, un master dédié, 2 ans, 800 heures de formation. Donc, il faut, et je crois que tous ces échelons sont importants. Je pense qu'on ne peut plus ignorer les aspects calcul haute performance. Et donc, il faut les intégrer dans les cursus. Le deuxième point très important, c'est la pluridisciplinarité. Et c'est aussi une des difficultés de la formation. Alors, je l'ai résumé ici en 3 termes, hein. Mathématiques appliquées, informatique et domaine applicatif. D'ailleurs, j'ai oublié un petit pluriel à domaine et j'aurais dû être... Là, c'est important ici de le mentionner. C'est en fait la diversité des domaines applicatifs qui va rendre la chose extrêmement délicate. Et c'est le problème de couverture. Et donc, dans certains sens, il va falloir, on ne peut pas tout couvrir, donc il va falloir s'accommoder d'un certain degré de spécialisation. Quatrième point important, un impératif très important, c'est l'adossement de la formation à la recherche. On est dans un domaine dans lequel les connaissances avancent très très rapidement et il est très important de pouvoir les mettre à jour rapidement. Enfin, dans la technologie HPC, alors ici je couvre au sens large, hein, d'ailleurs c'est HPC, j'aurais dû inclure Big Data et IA, il faut avoir un lien très fort avec les utilisateurs et les développeurs. Et donc là, j'ai listé industriel et académique, donc ça semble normal, mais il ne faut pas oublier les centres de calcul, qui sont très souvent, qui ont des compétences particulières et qui sont très intéressantes. Quand je dis lien, c'est quoi? Il faut qu'ils participent aux enseignements, aux projets et aux stages. Et j'irai même jusqu'à ce que j'appellerais ici ces praticiens du calcul. Je pense que dans beaucoup des masters, dont je parlerai ensuite, il y a environ 40% des cours qui doivent être assurés par des praticiens qui ont vraiment une expérience réelle avec les codes. Bon, ensuite, il faut bien voir la chaîne de valeur, hein, qui est longue et complexe, hein. Je vais du matériel, processeur et système, je remonte jusqu'à des applicatifs extrêmement variés. Autant en matériel, c'est bien quand même un choix relativement limité, autant en termes applicatifs, c'est extrêmement vaste. Et vous avez tous les composants logiciels intermédiaires dont il faut prendre compte. Alors maintenant, quand je regarde les masters CHPS en France, alors premier point important, le ministère a fait un effort de classification de tous les masters et donc il a identifié un intitulé, ce qu'ils appellent un intitulé de mention, qui est le calcul haute performance et simulation. D'accord? Donc ça, c'est une classification fournie par le ministère et remise à jour régulièrement. Alors, si vous tapez ça sur Trouver mon master, hein, qui est le portail de référence du ministère, vous verrez apparaître 3 masters. Alors, je les cite. Donc, c'est important. Master CHPS qui est à Reims, d'accord, et qui s'appuie aussi sur le centre de calcul Roméo. Alors, à chaque fois, j'ai essayé de lister un petit peu leurs particularités. Donc, celui de Reims a choisi d'être orienté accélérateur de calcul et application en images et en IA. Celui de Perpignan, donc lui, a choisi une orientation beaucoup plus modélisation et il a aussi fait un choix très important de formation en alternance. Et enfin, le master dont je m'occupe, qui est le master CHPS de l'UP-Saclay, qui est en fait coopéré par le CEA, le NS Paris-Saclay et UVSQ. Et donc nous, pour répondre aux aspects pluridisciplinaires, on a choisi d'avoir carrément 2 parcours.
un plus orienté informatique et un autre plus orienté modélisation, porté d'ailleurs par l'ENS Paris-Saclay. Alors, quelques petits chiffres hein, pour ces 3 masters. Les effectifs sont, je l'ai mentionné au début, en flux à peu près, chacun est entre 20 et 40 étudiants. Donc, c'est des flux relativement modestes. Mais chacun de ces masters a une très bonne intégration des diplômés dans l'industrie. D'accord. Donc, je dirais les relations sont bonnes et la formation semble en adéquation avec les besoins de l'industrie. Et on a une très bonne proportion de poursuites en thèse. Ça, c'est aussi important. Alors, j'ai marqué en 30% en moyenne, c'est entre plutôt 30 et 40%, ce qui est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que dans les aspects formation, donc comme j'ai indiqué, on peut faire licence, master, mais aussi avoir un degré de spécialisation, je dirais entre guillemets ultime, qui est le doctorat. Bon, ces 3 masters donc, ont longuement discuté. Hein. Ça fait un certain nombre d'années que nous discutons et nous partageons un certain nombre d'expériences et nous avons décidé d'ailleurs de nous regrouper hein, au sein d'une fédération parce qu'en fait, on veut mettre en commun un certain nombre d'outils, de méthodes et de contenus pédagogiques. Alors bien sûr, chacun a ses propres particularités, mais on pense qu'il y a un certain nombre de points qui pourraient être mis en facteur assez facilement. Et puis, à la limite, on pourrait essayer de tendre vers ce qu'on appellerait un référentiel national alors, sur les masters en HPC, mais aussi, on n'oublie pas les autres formations qui sont un petit peu moins concentrées ou un petit peu moins lourdes en termes d'efforts. Donc, les formations, les parcours d'ingénieurs qui ont une dernière année de spécialisation et des parcours de Master 2. Donc, autour de ces 3 masters, on est tout à fait ouvert à accueillir des nouveaux contributeurs. Oui, juste, je vous remontre ici bêtement le slide. Hein, si vous faites trouver mon master, hein, qui est en fait le système de référence du ministère, vous retrouvez ici hein, les trois masters, hein, donc celui de Reims à gauche, Perpignan et l'UP-Saclay en bas. Voilà, donc j'ai été un petit peu rapide, mais je voulais un petit peu vous couvrir le panorama des enseignements universitaires. Alors bien sûr, hein, je n'ai pas tout couvert, donc j'ai volontairement laissé de côté un certain nombre de masters qui, par exemple, sont des masters de maths appliquées qui, en 2e année, font une spécialisation ou font un parcours ou une partie de parcours qui est orienté calcul de performance. Et c'est très bien, c'est-à-dire en fait, hein, ça doit participer d'un effort global. Hein. On a besoin je dirais, de top experts avec 800 heures dans le domaine, mais on a aussi besoin de gens qui ont eu une exposition peut-être moins forte au calcul de performance, mais qui, in fine, à la fin, vont faire quoi? Eh bien, ils vont intégrer des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles vous aurez des experts de l'applicatif, des experts du machine learning, des experts de l'informatique, et ainsi de suite. Et des experts des maths appliquées aussi. Voilà. Merci, professeur Jalbich. On va donner la parole au professeur Hachem. Oui, merci Catherine. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On reprendra toutes les questions à la fin des interventions. Pareil, merci Catherine. Je peux partager mon écran pareil? Voilà. Attendez, moi j'arrête. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides? Parfait. Oui, ok. Parfait. Donc, comme dans mon débat Catherine, moi je ferai un focus, un zoom sur les écoles d'ingénieurs et leur lien ou interaction avec le monde industriel. Donc, je rappelle un petit peu le contexte, mais qui est répété toute la journée ou sur 2 jours, que les élèves commencent à voir même dans les offres de travail, Industrie 4.0, Smart Manufacturing, 4e révolution industrielle, etc. Et on leur explique que c'est la transformation de l'industrie sous l'influence des technologies digitales. Est-ce que vous êtes prêts? Et les nouvelles technologies de production, ça peut être aussi les supercalculateurs. Est-ce que vous êtes prêts? Et ils savent très bien que ça va faire des impacts très importants sur l'économie, société et environnement. Et je vous garantis qu'ils sont très, très maintenant regardants pour la partie environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de préparer les futurs ingénieurs pour cette nouvelle industrie, c'est l'industrie du futur. Donc, on leur explique on doit concevoir un programme qui ambitionne, qui leur explique qu'il y a on veut une montée de gamme pour l'industrie française. Meilleur, par exemple, Renault, si vous regardez, ils ont créé Renault Digital. Total, il y a quelque chose qui s'appelle Total Digital. Donc, il y a cette évolution, ce changement, et la capacité à tirer parti des technologies numériques, notamment la science de la donnée, la simulation numérique des produits, etc. Et la nouvelle technologie de fabrication. Beaucoup pas peut-être citer la fabrication additive, mais c'est une partie très intéressante pour cette partie-là, ce qui peut créer aussi des
numériques, qu'on appelle, et transformer les modes d'organisation, comment travailler maintenant avec la harnessing of the data, comment travailler dans un environnement où la data elle devient partagée avec tout le monde, les stratégies pour les faire et les modèles d'affaires après ça. Donc, essayez d'enlever ça. Et donc, du coup, au niveau formation, comment on traduit cette information qui vient de l'industrie vers les élèves en leur disant que vous devez être les acteurs de la transformation numérique du futur, vous devez devenir les promoteurs d'un développement durable et sociétal, et le plus important, le plus intéressant aussi, l'entrepreneuriat. À cause de cette mouvance, il y a la possibilité d'avoir de l'entrepreneuriat ou de créer des idées et qu'il faut les transformer et les valoriser. Donc, s'il avance et il y a les enseignements à l'école des mines ou dans les grandes écoles plaident pour l'autonomie et la créativité. Et du coup, ils descendent sur 3 axes. Une pédagogie renouvelée qui intègre les nouveaux savoirs développés autour de la science de données et par les chercheurs ou même par les centres de recherche. Donc, du coup, on a accentué beaucoup en première année du cursus. Une autre pédagogie qui est par immersion. On les envoie dans des centres de recherche avec des partenariats pour qu'ils, comme vous avez dit, M. Claude, avant, que toucher à une application, toucher à un problème industriel et regarder comment le faire. Et tout ça pour dire que la formation essaie de tirer le maximum sur la convergence des moyens de calcul intensif, d'outils de simulation numérique, d'algorithmes, de traitement de données, et tout en proposant des cas réels du monde industriel. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs initiatives qui s'étaient mises en place. Il y a une création de nouveaux masters spécialisés HPCIA. Ça, c'est par rapport à postgraduate. Par rapport au graduate, ça veut dire par rapport à la thèse et le domaine de recherche, on a mis en place aussi des initiatives qui ressemblent beaucoup, si vous le savez, à tout ce qui se passe, par exemple, à Stanford. Ils ont créé le Stanford Initiative for Data Science. À Berkeley, le prix Nobel de la physique 2011, il a créé quelque chose qui s'appelle le BIDS. C'est Berkeley Institute for Data Science. Nous, on a été inspirés et on a créé le MIND, le MIND Initiative for Numeric Data Science, qui vise à fédérer une communauté de chercheurs, d'enseignement et des élèves, d'enseignants-chercheurs et des élèves. Pourquoi? Car lorsque vous avez une plateforme partagée, vous pouvez fédérer autour pour vraiment ne pas aller avoir des spécialistes dans chaque centre ou des spécialistes dans chaque endroit. Une fédération de tout ce monde et partage des informations, car ça va très vite. C'est intéressant, c'est dans cet esprit que s'est montée cette initiative, et de les doter d'une infrastructure qui peuvent les permettre de répondre à des besoins industriels qui sont nouveaux et plus challenging. Et la dernière chose, c'est en deuxième année, on a renforcé l'enseignement par des modules qu'on appelle ces modules de recherche, c'est-à-dire les élèves, ils vont dans des centres pour faire des 15 ETCS sur un projet de recherche dédié en lien avec les centres de données, ou des modules d'ingénierie où il y a un côté pratique et théorie. Là, on veut construire quelque chose, on veut concevoir quelque chose de A à Z, et donc en lien avec les sciences de données également. Ça, c'est en deuxième année du cycle d'ingénierie. Et pour revenir, car vous avez un peu mentionné ça, en troisième année, on leur donne une spécialisation, ou on peut l'appeler comme un master, mais c'est intégré dans le cursus de 3 ans d'ingénierie. Et je donne un exemple, il y en a plein de masters, plein d'options à l'école des mines. Je donne l'exemple de la mienne, que je co-dirige avec David Reckling. Ça s'appelle Ingénierie digitale des systèmes complexes. Elle a été conçue il y a 3 ans. Et qu'elle fait, elle est destinée aux élèves qui veulent acquérir vraiment une expertise sur la convergence du calcul intensif et les sciences de données. Donc, il y a des cours qui même, on va vers l'accès à un supercalculateur. Les élèves, ils peuvent manipuler des cas importants, les coupler avec des résolutions de systèmes, des grands systèmes. Et donc, ce que j'appelle ici, c'est appliquer l'apprentissage profond à des problématiques industrielles en lien avec la modélisation par EDP ou même par analyse d'images, si on a des essais expérimentaux. Et tout ça pour dire que permettre aux élèves de découvrir que les algorithmes de machine learning, ils sont là pour aussi assister à la résolution des systèmes complexes, l'ingénierie classique, pour faire une prédiction, une optimisation, une efficacité, une meilleure efficacité, en lien avec les transformations digitales des secteurs industriels traditionnels. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un panorama que dans le cycle ingénieur, lorsqu'on est en lien avec l'industrie et lorsqu'on commence à regarder les offres soit de travail, soit de stage, et donc en même temps, il y a le cycle de l'ingénieur, il s'est adapté en touchant première année pour renforcer les outils, en deuxième année pour les immerger dans cette problématique et en troisième année pour les spécialiser. Voilà.
Si vous avez des questions, je suis à… Merci, professeur Hacham. Je propose qu'on prenne toutes les questions à la fin là, de vos différentes interventions. Ok. Donc, on va donner la parole à Stéphane Labbé. Merci Catherine. Bonjour. Donc, moi, je vais évoquer un sujet qui est le sujet de la formation HPC au niveau de l'Europe. Pour ceux qui connaissent EuroHPC, c'est un groupe donc, européen qui promeut le HPC à travers le territoire européen. Et dernièrement, un appel à projet est sorti et cet appel à projet a pour objectif de monter un master européen, plus exactement de monter une preuve de concept de master européen. Alors, cette preuve de concept, elle a plusieurs objectifs. Déjà, monter une formation, plutôt diffuser une formation en HPC au travers de l'Europe. Bien sûr, il y a des pays, on a vu donc ici les différentes interventions précédentes où ces formations existent déjà. En France en particulier, c'est très, très développé. Mais le but, c'est vraiment quelque chose de collaboratif à travers l'Europe. Et ça, c'est primordial. Pourquoi collaboratif? Parce qu'on voudrait initier un réseau professionnel autour du HPC. Donc, comme l'ont dit les précédents intervenants, le HPC, il y a une grande variété de métiers qui vont, on va dire, de la gestion des machines jusqu'aux mathématiques appliquées. Et actuellement, il y a peu d'entrants au niveau des PME, PMI, au niveau des petites entreprises. Et cette problème de diffusion du HPC et du calcul haute performance au niveau des petites et moyennes entreprises vient principalement, a priori, que peu de personnes formées à ces disciplines rentrent dans ces entreprises. Donc là, le but, c'est d'augmenter donc ce volume, d'augmenter le type de formation autour du HPC, le nombre de formations autour du HPC, et d'avoir un réseau donc de professionnels qui iront de personnes au sein des entreprises jusqu'aux universités. Ensuite, le dernier point, et qui est assez important, c'est, comme ça a été remarqué dans la première intervention, c'est d'augmenter l'autonomie au niveau de ce que je vais appeler le numérique de puissance en Europe. Donc, le numérique de puissance, c'est pour recouvrir le data, le HPC, etc. Et cette augmentation de l'autonomie passe bien entendu par la possibilité de gérer ce numérique de puissance, que ce soit bien sûr au niveau de la recherche, donc ce qui est déjà très très vrai, mais aussi au niveau des entreprises. Donc il faut du monde, il faut des forces vives. La réponse qui est en train d'être mise en place est une réponse… Moi, s'il y a quelqu'un qui peut couper le micro, parce qu'on entend, enfin, pas Stéphane, bien sûr, mais les autres personnes, de façon à ce qu'on n'entende pas ce bruit de fond. Merci. Donc, la réponse que l'on propose, ce sont des entités européennes, donc il y en aura 6 ou 7 a priori. Une entité, ça peut être un ou plusieurs pays, alors soit un pays avec une certaine masse, comme la France, ou plusieurs pays réunis autour d'une structure autour du HPC, ou comme Alstom, etc. Dans chaque pays, il y aura un centre qui sera désigné comme organisateur et plusieurs universités qui travailleront avec ce centre. Donc là, on essaie d'organiser la réponse française. Donc c'est quelque chose d'assez externalisé, bien entendu. Et chacun est invité à venir travailler avec… Stéphane? Oui. Stéphane, juste, je vous coupe. Chaque fois que vous bougez votre main, vous approchez d'un micro et ça fait beaucoup de bruit. Si vous laissez votre main dans le micro, ça marche mieux.
Je suis désolé, je vous prie Il n'y a pas de d'excuser. souci. La réponse française est en cours de montage. On essaie de trouver l'université ou le groupe d'universités qui pourrait répondre à cette réponse. Donc, ce serait un groupe d'universités ou une université et un centre de calcul ou plusieurs centres de calcul pour pouvoir, on va dire, lancer tout ce qui est partie test sur machine, etc. L'originalité de l'appel, c'est que ce sera une classe itinérante à peu près de 50 étudiants qui resteront pendant leur master, donc M1, M2, un semestre sur chaque centre. On fera aussi des mises en place de stages en groupe dans les entreprises où les étudiants pourront passer 1 ou 2 mois dans une entreprise pour pouvoir évaluer les besoins de l'entreprise et les façons de répondre à ces besoins. Donc, et ensuite, l'un des objectifs est de mettre en place une bibliothèque de cours autour du HPC avec tous les cours qui seront faits au fur et à mesure du projet. Donc, c'est un projet, le dépôt doit être fait au 1er juillet et normalement, ça devrait commencer, on l'espère, à la rentrée de septembre 2022, je pense. Voilà, je vous remercie. Pardon, merci Stéphane. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane Andrieux avant de revenir aux questions. Merci Catherine. En fait, je serai très bref. Je voulais simplement souligner le besoin de transversalité dans ces formations-là. On l'a souligné et de redire que il y a un certain nombre de questions qui, notamment dans l'industrie manufacturière et pas forcément c'est pas forcément ce qu'on va trouver dans les services, sur lesquels il y a des besoins effectivement de gens qui sont formés sur la totalité de la chaîne, y compris, comme j'ai essayé de le montrer, sur les difficultés ou les résultats qui sont un peu plus théoriques et un peu plus et pas simplement à une pratique face à un danger aujourd'hui qui est quand même patent, qui est le fait que bien il y a des offres sur l'apprentissage. Je pense à TensorFlow ou à d'autres choses comme ça qui sont effectivement accessibles. Dès que vous avez quelques données, vous pouvez vous faire des choses avec les outils qui sont diffusés. Je pense à Google, mais aussi à Amazon, etc. Et voilà, l'idée, c'est de bien incorporer, comment on peut faire pour incorporer dans des programmes qui sont déjà extrêmement chargés. Tous ceux qui ont une expérience d'enseignement savent qu'on a tendance à trop charger les programmes. Et comment on peut faire pour quand même essayer de donner cette petite musique quand même de recul sur ce qu'on sait sur le plan mathématique, un peu à l'image de l'école d'analyse numérique française finalement, qui a eu un rôle très très important sur le développement du HPC en France. Voilà, je m'arrête là, mais simplement pour signaler que il faut pas oublier ce sujet, alors qu'on pourrait être très très porté par pragmatisme finalement, hein, à former des gens à l'utilisation et à laisser de côté un peu vite les pièges que j'ai voulu essayer d'expliquer. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Donc, ce que je propose, c'est éventuellement de revenir sur les questions ou même celles que Stéphane vient d'aborder. Alors, il y a une question sur les blocages d'Olivier Ricoul sur le blocage pour enseigner, en disant qu'un blocage pour enseigner est l'accès au GPU avec une interface de la qualité de Kaggle, que Kaggle est bien, mais pas assez de puissance GPU. Pourrait-on imaginer un tel service pour l'enseignement en France? Donc, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si… Catherine, je peux peut-être ramener un petit complément. Oui. Oui, effectivement, au niveau des moyens nationaux, en fait, notamment la machine Jean Zé, c'est pas forcément facile de faire des formations pour des contraintes de sécurité.
Mais par contre, ce qui est prévu de faire dans le cadre du PIA 3 qui s'appelle Maisonnet, qui est un peu la suite d'équipe Atmeso, pour ceux qui connaissaient ce projet de fédération des différents centres régionaux, c'est d'avoir une offre dédiée formation. Donc, il y aura une machine formation qui sera partagée entre différents centres et il y aura une offre formation, puisque c'est nativement aussi le rôle des universités de faire de la formation. Et donc, il y aura une offre formation avec des moyens, donc des GPU disponibles pour la formation. Donc, c'est déjà un début de réponse. Alors, Et ça correspond… Oui, pardon. Oui. Allez-y, allez-y. Non, c'est moi qui ai intervenu. Je voulais aussi mentionner l'URCA, qui en fait s'adosse au mésocentre Roméo et qui, lui, a fait le pari sur les accélérateurs et notamment les cartes graphiques, et donc qui, justement, met un accent particulier dans l'ensemble de ses cours sur ces aspects cartes graphiques. Alors, c'est peut-être pas aussi bien que Kaggle, mais il y a déjà un effort de ce côté-là, dans ce master-là, tout au moins. Tu as raison, William. En fait, j'allais terminer, mais c'est vrai que dans les partenaires de Maisonnet, il y a notamment Roméo et l'URCA. Et donc, je sais que je vais sûrement dire des bêtises dans tous les partenaires, mais je sais qu'aussi à Toulouse, Calmi sera impliqué. Donc, il y aura plusieurs sites en fait qui vont avoir cette offre formation et donc avoir des GPU qui seront disponibles plus facilement, on va dire, pour mettre en place des formations. Et après, installer, pourquoi pas, faire du Kaggle dessus, quoi, voilà. Mais tu as raison, il y a d'autres frameworks, il n'y a pas que forcément que Kaggle dans la vie aussi. Je continue là sur ce type de question. Laurent Cambier a posé la question sur comment est traitée la question de l'accès à des supercalculateurs pour la formation des étudiants de façon générale, enfin HPC que ce soit CPU ou GPU. Et n'y a-t-il pas une difficulté comparable à celle de la mise au point de code de calcul scientifique? Pour caricaturer, comment donner accès à 10 000 procs pour apprendre à résoudre les difficultés associées, mais sans gâcher ces 10 000 procs? Donc, c'est la question de l'enseignement avec un lien à des supercalculateurs. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut répondre. Je peux répondre un peu. Bon, d'abord, ce que je dirais, c'est qu'on a différents niveaux d'intervention. On a des cours et des TP génériques. Et donc là, par exemple, on a récupéré, je parle du CHPS, entre guillemets, des vieilles machines, mais qui ont aux alentours de 2000 cœurs. Donc ça nous permet, je dirais, un petit bac à sable sans ennuyer personne, qui est important. Ensuite, les élèves vont faire des projets et donc dans des cas précis, ils seront plus encadrés et le nombre de personnes sera plus limité. Donc là, on peut leur donner des accès à des machines plus larges, peut-être dans les ordres de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de cœurs. Et enfin, à la fin, dans le stage, quand il est intégré dans une entreprise ou dans un centre de calcul ou dans un centre de recherche, dans ce cadre-là, il aura un accès à des plus grandes machines. Donc, on peut répondre. Je dirais, c'est clair que pour le travaux pratiques tout venant, on ne va pas mettre un étudiant débutant sur 100 000 cœurs, mais on peut faire des progressions. Et donc, nous, notre choix, ça a été de faire, entre guillemets, de récupérer un vieux système, mais qui a, à base de Haswell, qui a quelques milliers de cœurs et qui déjà permet de voir pas mal de problèmes, et permet justement aux étudiants déjà de planter la machine suffisamment souvent. Alors, toujours en lien avec cette question, c'est sur les langages de programmation, une question de Quang Dinh sur les langages de programmation. Quels sont les langages actuellement enseignés dans les formations HPC ou dans ce qui est programmé dans les 3 ou 5 ans pour faire le lien entre les codes HPC classiques avec le Fortran, le C++ et des logiciels plus HPDA avec TensorFlow. Donc, comment faire le grand écart entre ces différents langages de programmation? Il faut suivre les évolutions. On l'a déjà fait à l'université. Donc, on est Fortran, malheureusement ou heureusement, a disparu très fortement des formations, ce qui est assez gênant parce qu'on a quand même des secteurs entiers tels que la chimie dont les codes sont beaucoup encore en Fortran. Donc ça pose quand même quelques soucis. Donc, on fait les évolutions. On apprend donc des nouveaux langages. Par exemple, Julia, je pense à ce langage-là orienté petit peu objet et ainsi de suite. Donc bien sûr, on a un cœur de base qui est C++, C++, qui reste. On est ouvert aux évolutions. On fait bien sûr les classiques OpenMP et MPI, qui, ce coup-là, j'emploie le terme volontairement, malheureusement, se sont considérablement accrus en complexité au travers des nouvelles releases. Et donc, on essaie de couvrir ça et de se positionner un petit peu sur bien les secteurs d'actualité et la demande que l'on voit vis-à-vis en termes industriels ou académiques.
William, il y a toujours une question en fait par rapport au paysage de master existant actuellement en France. Vous avez mentionné 3 masters. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en préparation? Est-ce qu'il y a un endroit où on a une bonne visibilité sur tous ces masters HPC qui existent en France? Ben oui, oui, ces masters, alors je parle de ceux qui sont accrédités pour l'éducation nationale. Le ministère a un site qui s'appelle Trouver mon master. Vous tapez les mots-clés qui vous intéressent et vous trouverez les masters qui ont mentionné donc les termes calcul de performance et simulation. Et si je mets intelligence artificielle, j'en verrai d'autres apparaître. Donc, tout ce que je vous dis, c'est que si vous tapez calcul de performance simulation, qui est la mention donc officielle du ministère, vous en verrez apparaître 3. Alors, ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir comment ces 3 masters historiquement sont apparus. Parce qu'on peut avoir exactement le même problème quand on voit apparaître de la nouvelle technologie. Et dans certains sens, on peut dire très brutalement que ce sont des universités, entre guillemets, de seconde zone qui se sont mis sur le créneau. Reims, Perpignan et Versailles, hein, puisqu'avant d'être UP-Saclay, on était à Versailles. Donc, ça, c'est quoi? C'est historique, hein. C'est qu'il y a 10 ans, un certain nombre d'universités ont cherché à s'appuyer sur leurs forces vives de recherche et à les mettre en avant. Et donc, ça a consisté essentiellement en des investissements parce que monter un master, hein, quand vous me dites, est-ce que vous savez s'il y a des projets? Il faut voir, c'est au début un coût. D'accord? Donc, il faut monter aux alentours de 700 à 800 heures. Alors, on parle beaucoup de mutualisation. OK, on peut mutualiser en partie, mais il y a quand même pas mal de problèmes à traiter. Donc, 7 à 800 heures, c'est un très gros investissement. Quand vous regardez, ben, moi je vois à Versailles, bon, il a fallu convaincre la présidente de faire la manœuvre, et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Reims, ils ont d'abord monté le Master 2, puis après, ils ont refait le Master 1, et Perpignan, exactement la même chose. Alors, nous, dans notre entourage, alors on sait qu'il y a des projets, des années de Master 2, par exemple à Lille ou à Bordeaux, certaines intégrées dans des écoles d'ingénieurs qui sont assez avancées. D'accord? Donc, et d'ailleurs, on discute déjà avec eux. Donc voilà, moi j'ai drossé le panorama tel que je le vois sur, entre guillemets, les formations lourdes en HPC. On a déjà identifié des formations, je vais dire, de 1 an et pas de 2 ans. Alors nous, ce qui nous a semblé par contre important, c'est d'avoir un peu un cursus cohérent. C'est pour ça qu'on l'a fait sur les 2 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de spécificités à prendre en compte. Alors Voilà, peut-être j'étais un un peu long. complément de la part de l'IHM sur côté école d'ingénieurs, où on a vu que c'était des spécialisations qui arrivaient dans les écoles d'ingénieurs. Oui, en effet, les élèves, surtout à l'école d'ingénieurs, on les pousse à faire le maximum de semestres à l'étranger. Donc, du coup, on plaide pour une universalité d'utilisation de code, d'avoir des codes qui sont vraiment à jour pour qu'ils suivent leur stage ou leur projet de recherche dans d'autres départements, dans d'autres instituts, surtout à l'étranger. Donc oui, on pousse beaucoup dans ce qui est moderne, beaucoup de C++ et beaucoup de Python, car qui devient maintenant un petit code universel qui fait toucher à tous les logiciels à gauche à droite, comme TensorFlow, comme les autres. Donc, du coup, oui, on essaie de leur dire, et c'est eux qui demandent, d'avoir quelque chose qui est universel, qui est réutilisable s'ils vont en Allemagne, s'ils vont aux États-Unis, dans les départements différents. Peut-être un complément avec une vision plus européenne, Stéphane Labbé, côté votre vision à la fois du national et puis ce que vous avez vu dans les pays européens dans vos réflexions pour le Master Euro HPC. Donc, c'est c'est pas du tout homogène. Et l'objectif, c'est pas de rendre homogène. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de fort dans chaque pays et qui offre de la variété et qui offre des approches différentes et complémentaires. Et ça, c'est assez important. Donc, sur les paysages français, c'est un petit peu la même chose. Le professeur Gelby a présenté donc les 3 masters avec la mention HPC et simulation, en montrant qu'ils avaient tous les 3 des objectifs, en tout cas des spécificités différentes, et ça, c'est important. Et le but de du programme qui va être mis en place par EuroHPC, c'est justement d'utiliser ces spécificités et de pouvoir les conjuguer un petit peu à travers l'Europe.
Alors, tous les pays ne sont pas aussi avancés. Hein, ça, on le sait bien au niveau du HPC. Bon, bah, ça, c'est clair. Est-ce que tous les pays vont pouvoir développer une très, très grosse activité en HPC? La réponse va être non. Donc, il y a des pays qui vont se rassembler pour pouvoir donner des réponses communes. Et là, le niveau européen HPC va avoir son importance pour essayer justement d'aider localement les pays qui veulent développer du HPC. Et on va dire, ce réseau de professionnels que l'on voudrait construire à partir de M1, M2 pour commencer, aura également son importance pour créer du lien et montrer aux entreprises, enfin, exciter chez les entreprises ce besoin en numérique de puissance. Et après, avoir un retour de la part des entreprises au niveau européen sur ce dont ils auraient besoin et ce sur quoi il serait important d'insister. Ça ne veut pas dire que les entreprises vont décider des curriculums, des synopsis des cours, hein, ce n'est pas du tout le cas, mais qu'il y ait une collaboration et un échange, je pense que ce serait important. Je rebondis du coup sur une question de M. Courteil qui dit « Les besoins en nombre de spécialistes HPC-IA pour la recherche et l'industrie sont-ils bien connus et quantifiés pour la France? Comment se comparent les initiatives françaises de ce type de formation par rapport aux USA et au Japon ou par rapport à la Chine ?» Bon, ça c'est assez délicat. Peut-être que quelqu'un pourra répondre au niveau des comparaisons avec les autres pays. C'est tiré, en fait, c'est très tiré par la recherche aussi. Hein. Oui, c'est ça. Si vous regardez les appels d'offres, si on regarde comment la recherche s'oriente, okay, et du coup, elle répond à une demande, et selon cette demande-là, on redescend vers les élèves, vers l'enseignement, pour préparer. Donc, du coup, il y a une orientation qui est colorée par l'activité de recherche. Si la France, elle est connue sur l'aérospatiale, sur l'aéronautique, sur l'automobile et sur l'énergie, bah, ça pousse dans ce sens-là. Mais en tout cas, le couplage aujourd'hui entre, par rapport à l'ingénierie, hein, entre l'ingénierie classique ou la traditionnelle et cette ingénierie digitale, elle devient de plus en plus demandée. Okay? Et du coup, on imagine moins des élèves qui sortent sans qu'ils aient ces compétences pour un peu accompagner les développements, meilleurs produits. Et du coup, il y a une philosophie qui commence à se créer. Au lieu de faire des systèmes dans les industries, dans les systèmes de production, des systèmes à faire un produit, il faut aussi imaginer les systèmes pour faire ces produits. Donc, du coup, on passe d'un batch, d'un produit unique, faire une turbine d'avion, à un système qui crée plusieurs turbines si on veut être réactif au marché. Et donc, en fait, je pense que c'était bien tiré par la recherche et par les demandes de la recherche. Oui, moi aussi, je signalerais. Hein. Donc, on a vu une montée en puissance. Hein. Donc, il y a 10 ans, on était tout seul comme un master HPC. On a vu une montée en puissance. Bon, il est clair que on cherche à garder les effectifs, entre guillemets, raisonnables pour des raisons de coût. Donc, autour d'une quarantaine d'étudiants. Donc, et pour le moment, j'allais dire, le point important, c'est que tous nos étudiants trouvent très facilement, comme je l'ai indiqué, des débouchés. Donc, c'est ça notre point, j'allais dire, important, hein, assurer qu'on n'est pas en surproduction de diplômés. Alors, en informatique en général, je mentionnerai, on est toujours en sous-production. Hein. On a largement trop peu de diplômés à offrir face aux besoins de l'industrie. Hein. C'est ma remarque d'ordre général, que j'enseigne aussi dans une école plus généraliste d'informatique. Alors, on a parlé de la recherche. Quelles sont les écoles doctorales qui consomment le plus d'études, les étudiants en HPC? C'est-à-dire dans quelles écoles doctorales? Donc, c'est une question de Mohamed Bouziane. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que les gens peuvent être rattachés à plusieurs types d'écoles doctorales. Donc, si leur sujet est plutôt tiré par le domaine applicatif, si par exemple c'est de la bioinfo, ben, ils seront rattachés à l'école doctorale bioinfo. D'accord. Vous avez toute une panoplie donc, qui peut tirer sur l'aspect des applications. Ensuite, si le sujet est plus relié à l'informatique, classiquement, ça sera le STIC.
au centre, par exemple, au sein de l'Université Paris-Saclay, on s'est rattaché, nous, à la Graduate School, School of Engineering, parce qu'on considère que la simulation numérique, c'est un outil essentiel pour l'ingénierie. D'accord, et on ne voulait pas tomber soit dans celle de maths, soit dans celle d'informatique, et ainsi de suite. Donc, on a pris une école doctorale qui nous permet de rester, je dirais, à équidistance et aussi d'avoir cette approche pluridisciplinaire. D'accord, donc ça a été ça notre choix hein, en termes de. Alors nous, attention, c'est la graduate school, ce qui est un peu l'équivalent de l'école doctorale. C'est encore une nouvelle terminologie. Je vais rajouter à ce qu'il disait William, qu'il y a une montée aussi de nouvelles spécialités doctorales qui, dans la spécialité doctorale, on mentionne mathématiques numériques, calcul intensif et données. Et donc, il y a aussi, ça veut dire lorsque vous finissez votre thèse, je dis, j'ai fait une thèse en mécanique numérique, en mathématiques appliquées, ou je fais une thèse en calcul intensif et données. Okay? Donc, pourquoi on dit ça? Car une fois, j'ai fait une étude sur les postdocs à l'étranger. Je veux voir si mes thésards, s'ils veulent chercher. Et du coup, qu'est-ce qu'on demande à Sandia, par exemple, ou dans les laboratoires américains? Qu'est-ce qu'on demande? Il y a une demande nécessaire aujourd'hui qui dit PhD in data science related fields, data science in HPC, PhD in HPC. Donc, du coup, c'est mon clé en disant mathématiques appliquées, ça devient très large pour répondre vraiment à un. Et du coup, il y a des nouveaux spécialités doctorales qui se créent pour répondre à ce besoin. Donc, il y a vraiment de nouvelles écoles doctorales plus spécialisées avec ces mots-clés, quoi, que vous voyez apparaître récemment. Ça peut pas nécessairement être directement une école doctorale complètement, ça peut être des spécialités dans une école doctorale. Ah, ok. D'accord. Voilà. D'accord. Il y avait eu aussi à un moment la volonté de faire une sorte, pour rebondir sur ce que vient de dire Eliachem, de faire des sortes de on va dire, teintes a posteriori des thèses de personnes qui auraient fait beaucoup de HPC, enfin de calcul haute performance pendant leur thèse. Après, ça s'est pas beaucoup développé. Donc, il faudrait peut-être se poser la question pourquoi ça ne s'est pas développé, mais ce n'était pas une mauvaise idée, je pense. Alors, vous avez mentionné le fait que les jeunes qui avaient cette spécialisation ou ce master côté HPC n'avaient aucun souci pour être employés dans l'industrie ou autre par la suite. Il y a une question de Philippe Segers qui dit « Peut-on encore rêver d'avion, d'aérospatial ou de calcul haute performance quand on est un enfant petit ou grand? Comment faire naître des vocations précoces et comment les faire perdurer jusqu'à un postdoc ?» Ça, c'est un problème important. Hein. C'est attirer plus globalement, d'ailleurs, les étudiants vers des études scientifiques. Hein. Je repère, encore une fois, ce n'est pas simplement un problème de HPC, mais c'est un problème plus général. Donc, en fait, c'est projeter une image positive de ce que peut amener la science. Hein. Donc, c'est un problème large. Hein. Moi, ce que j'ai noté, en delà, par exemple, je reprends pas mal d'écoles d'ingénieurs d'informatique hein, que je vois tout autour de moi. Leur problème, c'est finalement attirer les étudiants. D'accord ? Donc, je dirais l'image de l'informaticien propagée dans certains films de James Bond est assez négative. C'est plutôt l'image du nerd, ce qui n'est pas forcément positif. Je plaisante à moitié en disant en fait, hein, mais il faut projeter des images positives. Hein. Oui, puis il faut quelqu'un chez Jean-Christophe Veil qui mentionne, il faut en effet attirer des étudiants et des étudiantes, on est totalement d'accord sur ce sujet. Sur ce point-là, je trouve que ça s'améliore. Graduellement, on voit apparaître une certaine féminisation des effectifs. Et Catherine, pour répondre à aller vers le postdoc, oui. Il y a un accompagnement à faire depuis la première année jusqu'au master, jusqu'aux thèses, Si on raconte l'histoire petit à petit en montrant des exemples intéressants qui viennent de l'industrie des demandes, on a réussi à créer un track, si vous voulez, qui, lorsqu'on a une hétérogénéité des élèves, il y a des élèves qui aiment faire ça. Donc, du coup, la première année, elle offre quelque chose pour répondre à leurs besoins. Deuxième année, pareil. Troisième année, un peu plus. Il y a le master qui spécialise. Il y a une thèse qui va dans ce corps-là jusqu'à aller vers un postdoc. Donc, en fait, on fait attention qu'on a un track depuis leur entrée jusqu'à leur sortie. Et d'ailleurs, c'est un peu le rôle des EUR dans les grands IDEX ou les grands machins là, qui se développent.
et du coup, d'avoir un track de l'entrée jusqu'à la sortie. Je vais reprendre une question là, de Laurent Cambier. Pour les profils hybrides en calcul intensif pour les disciplines de la physique, comment arriver à conserver l'ancrage physique suffisant, à ne pas courir le risque de basculer dans un mode HPDA trop virtuel? Les exposés d'hier matin ont semblé montrer l'importance d'un ancrage métier et la faculté d'y apporter les connaissances en sciences des données. Donc, c'est comment arriver à conserver l'ancrage physique suffisant. Donc, je pense que dans les écoles d'ingénieurs, en fait, vous avez des spécialisations au-delà de… Oui. Oui, si vous… On a des spécialisations et il y a des cours aussi qui sont au choix. Donc, en fait, il y a des enseignements, on appelle ça enseignements spécialisés, qui sont au choix des élèves pour aller vraiment acquérir des compétences supplémentaires. Donc, il y a des troncs communs et des enseignements spécialisés. Et sur les modules qu'on propose en deuxième année, il y a un grand choix, mais les élèves doivent valider deux modules d'ingénierie, un module de recherche, au moins un module de recherche. Le choix il est important. Il y a des forums où on accueille les élèves pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans chaque cours. Ça, c'est important. Et du coup, cette spécialisation, elle permet d'aller vers des masters qui sont encore plus spécifiques ou directement aller trouver un bon stage qui nous permet d'aller vers une CDI. Il y a un grand pourcentage des élèves qui font des stages dans l'industrie sur ces thématiques-là, continuent chez l'industriel sur le même sujet, en CDI. Pourquoi? Car on pense qu'avec le stage dans l'industrie, on a acquis, on a une compétence. Maintenant, la personne, elle sait faire ça. Pourquoi embaucher une nouvelle personne si elle a commencé à avoir cette information ou cette compétence? Il y a à peu près 60% qui restent sur le même, après leur stage, en CDI. Ils ne changent pas Merci Eliachem. J'avais une question de Jean-Claude André sur voyez-vous des freins institutionnels au développement de ces formations? Je veux juste dire un mot sur ça, j'allais dire. Ce n'est pas un frein, mais il y a une montée de création de plateformes dédiées aux élèves pour faire des cours à 100 élèves, à 200 élèves, et que c'est des plateformes numériques, ça veut dire qu'on se connecte, on a tous les logiciels installés qui répondent à ce cours-là. On peut avoir un Mac, on peut avoir un Dell, on peut avoir n'importe quel PC, mais on se connecte à une plateforme qui unifie tous les logiciels. Et ça, c'est une demande aujourd'hui chez les élèves importante. Donc, ce n'est pas un frein, mais si on veut développer encore plus cette numérisation dans le cycle, il faut penser à des plateformes. Il y a une possibilité de créer quelque chose de très intéressant. Je l'ai vu à Berkeley lorsque j'ai amené les élèves. Ils l'ont même eu. Il y a un code qui s'appelle Jupyter à Berkeley, qui est développé par des professeurs à Berkeley. Le prof, il arrive à faire un cours avec 1000 élèves en même temps. D'accord? Donc, du coup, on n'a pas cette… Et c'est au niveau, hein, c'est intéressant. Ce n'est pas juste avec des plein de passages de son code assez plus. Bref, et on manque un petit peu ça, peut-être en France. Peut-être je ne connais pas des plateformes comme ça, mais peut-être c'est intéressant de développer ce type d'outils à tous les… Il y avait donc Marie Farge signale qu'en fait, quand on recherche calcul scientifique sur le site Trouver son master, on trouve 42 masters, dont les 3 qui ont été signalés par le professeur Jalbi. Donc 42 masters. Alors, je ne sais pas quelle est la question de Marie Farge. Mais si vous regardez, j'ai été immédiatement vérifié, j'avais déjà vu, c'est en fait, on voit beaucoup de maths appliquées, de physique appliquée, de réseau et ainsi de suite. Donc le problème, il faut se coller quand même ces sites-là, hein, vous pouvez les voir tout de suite, hein, la grande diversité qu'il peut y avoir. Donc, et calcul scientifique n'est qu'une partie de HPC. Il faut faire attention. Et encore une fois, il y a une liste donc de mentions. Il y a maths appliquées, et pas mal de maths appliquées en deuxième année font un peu de HPC. Et donc, ça aussi dépend des mots-clés qui ont été utilisés. Alors, par contre, moi, je voudrais juste répondre à une question de Alain Lichnewsky. Oui, voilà, parce que celle-là est extrêmement importante. D'ailleurs, je me suis permis de la lister. Et je pense que ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a vraiment une dualité de culture entre, je prendrais juste la médecine, hein, et je dirais les formations scientifiques classiques. Donc, on manque de ponts. Donc, il se trouve qu'à l'université de Versailles-Saint-Quentin, nous, on est maintenant localisé juste à côté de la fac de médecine. Donc, on prévoit d'essayer d'intéresser les médecins
Et donc, notamment via des différents projets, hein, et de leur fournir des cours sur tout au moins, par exemple, les aspects numériques déjà, hein, donc essayer d'intégrer ça plus fortement dans le cursus du médecin, parce que c'est ça aussi une des difficultés, hein, c'est comment travailler même sur des aspects recherche, hein. Donc on arrive à monter quelques projets de recherche, voilà. Mais c'est compliqué, hein, il y a vraiment un fossé de culture qui est un vrai challenge à franchir et qui est fondamental. Et d'ailleurs, il faut voir la différence, hein. Alors, si vous avez suivi, là, il y a une réforme, hein, d'entrée des études en France. Donc, pour la médecine, ils veulent essayer d'ouvrir et de diversifier les recrutements, de ne pas passer uniquement par l'entonnoir classique de première année, de deuxième année de médecine, d'offrir ça à différents genres de licences. Si vous allez aux États-Unis, hein, en fait, avant de commencer des études en médecine, vous faites d'abord un bachelor dans ce que vous voulez après. C'est pas mal parce que vous pouvez avoir des gens qui ont fait un bachelor in computer science et qui après vont faire de la médecine. Et donc ça, c'est en cours de mise en œuvre et donc on espère voir les progrès. Malheureusement, ça va prendre une dizaine d'années avant de se voir. Mais c'est vraiment un des soucis très importants, hein. Stéphane, j'ai vu les échanges. Est-ce que tu veux parler au sujet de Maisonnette et est-ce que tu veux dire un mot Stéphane Requena. Ouais, j'ai un petit peu répondu. En fait, je m'étais un peu trompé sur la liste des partenaires. En fait, donc j'ai mis la liste des partenaires. J'ai vu que Arnaud Renard avait mis l'URL du site web, mais pour le moment, on a juste acheté le domaine. Donc voilà. Mais en tout cas, les services de formation Maisonnette vont pas tarder à démarrer, plutôt sur la fin de l'année, on va dire. Lié à la formation, évidemment. Voilà. Mais pour le moment, on vient juste d'avoir le feu vert du ministère pour démarrer le projet. Donc voilà, j'ai fait un peu de teasing, mais le service arrivera plutôt en fin d'année. Très bien. Michel, j'ai vu que tu avais remis le lien pour le label pour les étudiants pour candidater au label C3I. Est-ce que tu veux en dire un mot? Je veux bien, merci Catherine. Le C3I, c'est donc une initiative qui a maintenant une quinzaine d'années. Il faut toujours citer le nom de Stéphane Cordier, qui est celui qui a eu l'idée, qui a porté le projet au départ et qui est toujours là, qui vise à reconnaître l'adéquation, enfin le contenu des thèses qui ont eu une contribution significative au calcul intensif. Donc, ça se juge, entre guillemets, a posteriori. S'il y a bien un label qui tente à reconnaître toutes les contributions, ce n'est pas un concours, il n'y a pas de vocation à justement, la vocation est plutôt d'être inclusif. Et le jury ad hoc du C3I ne se prononce pas sur le contenu scientifique de la thèse, il se prononce juste sur l'adéquation au calcul intensif. L'idée étant à la fois de faire reconnaître dans les écoles doctorales et auprès des doctorants l'importance du HPC et d'aider les doctorants qui ont eu des contributions significatives à trouver du travail. Depuis 2 ans, après, Jean-Claude a été président du comité. Le premier, c'était Hervé Le Treut, après il y a eu Jean-Claude, après je crois qu'il y a eu Olivier Pironneau, j'espère que j'ai raté personne. Et depuis le départ d'Olivier, j'ai repris le projet avec un succès pour l'instant un peu modéré, donc il faut toujours un peu besoin de relancer. Donc si vous avez, merci à Aura de donner l'occasion de le représenter, et si vous avez l'occasion de faire de la pub auprès d'étudiants, on est preneur de bons dossiers. Merci Catherine. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié, n'hésitez, si vous avez une question que j'aurais ratée dans le flot des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Bon, je voulais en tout cas remercier. Donc, il y a une autre question qui est: est-il prévu de faire évoluer le périmètre, donc de Luc Giraud, est-il prévu de faire évoluer le périmètre scientifique aux thématiques du forum? Bon, ça c'est une question sur le C3I, je pense qu'il faut que je discute avec Luc. Oui, c'est vaguement prévu. Il faut regarder. C'est ouvrir le HPC vers HPC, données et IA. Oui. Oui, on en a déjà parlé. Ce n'est pas encore complètement effectif, mais oui, plutôt. Si c'était ça la question de Luc. Et une dernière remarque, Philippe Segers qui dit qu'il faut rappeler qu'il y a de nombreuses formations en Europe, dont celle notamment de Price. Là, c'est vrai qu'on a surtout focalisé sur les formations en France. Enfin, on a néanmoins mentionné le Master Euro HPC qu'a décrit Stéphane Labbé. Mais il y a aussi toutes ces formations qui sont proposées par Price côté européen.
Alors, il y a une autre question. Une conférence comme RENPAR ne pourrait-elle pas être réactivée afin d'encourager les jeunes chercheurs en HPC en France? C'est Claude Tadonki. Donc, moi, je ne connais pas RENPAR, mais je vous laisse… Oui, bonjour, je m'excuse. En fait, c'est une conférence qui existe depuis les années, enfin, le 95 par là, qui en général était très intéressante pour les doctorants et les jeunes doctorants, et leur permettait de publier leurs travaux et permettait aussi à tous les jeunes du HPC de se rencontrer et de discuter autour de leurs résultats, de leurs travaux. Je trouvais que c'était assez intéressant. Et ces initiatives, ou cette initiative qui s'est transformée par la suite en une conférence aussi qui s'appelait SIMPA, donc qui a viré un peu plus sur le côté architecture. Je trouve que ce sont des événements qui sont intéressants en plus des formations et des initiatives comme celle-ci pour animer la jeune recherche en HPC en France et dans la communauté environnante, quoi. Merci pour cette proposition. Et Stéphane Requena mentionne qu'il y a le Prize Summer of HPC pour les étudiants qui est encore ouvert, qui est côté européen, donc une réponse côté européenne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voulais personnellement remercier les différents intervenants là, de la table ronde d'aujourd'hui. Je pense que ça a permis de bien mettre en évidence les différentes formations qui existaient au master en France et de voir aussi comment sont organisées dans les écoles d'ingénieurs sur ces sujets. Je pense qu'on a émis un certain nombre aussi d'idées qui pourront être reprises par la suite. Mentionner aussi ce master Euro HPC qui peut avoir une forte influence sur l'enseignement du HPC côté master en France et en Europe. Je laisse à chacun des intervenants de la journée, si vous voulez rajouter, de la table ronde, si vous voulez rajouter un point. William. Non, rien de spécial. Monsieur Hachem. Merci pour ce discours. Il faut continuer pour que ça soit dynamique. Merci. Stéphane Labbé. Bien, merci également d'avoir organisé cette table ronde qui a permis d'échanger avec tout le monde. Et au niveau européen, on a une position on va dire une position européenne de collaboration entre les pays, collaboration entre les masters à développer. Et ça, c'est un petit peu de la responsabilité collective. Et donc, je ne doute pas qu'on arrivera à le faire. Oui, Jean-Claude, je voulais simplement mentionner que on a entendu des choses fort intéressantes sur la formation, essentiellement la formation académique. Je pense qu'il faudra remettre le sujet sur la table, à la fois sur les problèmes liés à la formation permanente, qu'on n'a absolument pas abordé, et on a très peu traité le problème de la formation pour l'industrie. On l'a un peu traité à travers les grandes écoles, mais peut-être pas suffisamment. Donc, il y avait visiblement trop de choses à discuter aujourd'hui et il en restera pour un futur. Et personnellement, je reprendrai contact avec Elie Hachem pour savoir un peu plus sur la Neofly, sur la plateforme Stanford. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est peut-être des choses que l'Académie des technologies pourra éventuellement aider à pousser si ça vous paraît intéressant. Merci en tout cas à tous. C'est à vous. Donc, merci à tous. Je vais laisser la parole Donc, je vais laisser la parole à Stéphane. Je ne sais pas si Stéphane Andrieux veut s'exprimer. Non, merci. C'était un panorama très intéressant sur le panorama français. Très bien. Et je vais relaisser la parole à Stéphane Requena, qui était l'animateur de la matinée, pour conclure. Écoute, moi, ce que je voulais faire, c'est te remercier, Catherine, pour l'animation de cette table ronde qui s'est très bien passée et qui, effectivement, c'est frustrant parce qu'on n'a pas pu faire le tour. Il aurait fallu faire, je pense, une session spéciale dédiée formation au Forum de l'Europe, mais au moins, on a déjà pu toucher du doigt certains aspects. Vous remercier à toutes et tous pour votre participation durant ces 2 jours. Vous dire que très prochainement, vous pourrez retrouver l'intégralité des présentations sur le site web de l'Europe et vous souhaiter de passer une très belle journée. Merci beaucoup.
Merci à tous.